Eh bien, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pattern spécification. Deux raisons principales à ça. C'est un pattern que j'affectionne particulièrement et c'est un pattern dont on n'entend pas tellement parler. Voilà principalement les raisons. Et avant de sauter directement dans le sujet, on va plutôt faire une simple étude de cas en prenant comme exemple le contexte d'une application e-commerce classique où on aurait besoin pour X raisons. Le contexte est un peu flou, mais c'est pas très important de calculer les frais de livraison, ce qui est assez classique. Dans notre cas, du coup, on a un service qui, qui traîne, qui fait une simple action vers sa méthode, qui est de vérifier donc, plusieurs choses. Déjà, si le panier est éligible à une livraison gratuite, sinon une réduction des frais dans un autre cas, et enfin les frais complets à défaut. Bon, dans notre cas, on va surtout s'intéresser à cette première partie, qui est somme toute assez classique. On a une règle métier ici qui explicite le fait que le panier doit avoir un montant supérieur à 50 euros, qui ne doit pas contenir d'items en promotion. Et il y a une date limite. Bon, la qualité du code est critiquable. Il y a ça et là des magic numbers qui traînent, mais bon, là, c'est pas tellement le sujet. Et c'est pas trop grave, on peut dire pour une première implémentation, why not. Et ça peut être aussi tout à fait un code sur lequel on tombe dans une code base existante, hein. C'est pas forcément quelque chose d'inédit. Jusque-là, pas de souci. Jusqu'à ce que, pour X raisons, ou plutôt une raison crédible finalement, on ait besoin d'afficher un badge ou quoi que ce soit d'autre côté interface, un feedback en tout cas que c'est demandé par le marketing ou par le métier, afin de pouvoir afficher à l'utilisateur que oui, il ne va pas payer. Donc ça peut être pas mal. Donc on rajoute à peu près la même chose côté API. Donc là encore, on voit tous pourquoi c'est pas forcément idéal. Mais ça peut quand même se produire, soit parce qu'on arrive dans une codebase où c'est déjà le cas, soit parce qu'on arrive dans une codebase et on n'est pas au courant qu'il y avait déjà cette règle stricto sensu qui était éplée quelque part. Et donc on finit par répéter en fait la même règle métier ici. Donc on a évidemment un problème, assez évident, je pense que je l'apprends à personne ici, mais on a la même règle qui apparaît à plusieurs endroits. Du coup, nécessairement, elle peut facilement diverger avec le temps. À vrai dire, elle va très certainement diverger avec le temps, parce que si on a loupé le fait qu'elle existe déjà une fois, ça risque de probablement arriver une autre fois. Elle est anonyme, c'est peut-être le problème le moins gênant de ce qu'on vient de voir. Et enfin, elle est plutôt difficile à tester indépendamment. Bon, c'est un problème assez classique, et honnêtement, on a des solutions plutôt évidentes à ça. La première qui pourrait venir à l'esprit, c'est simplement de faire une méthode dédiée sur l'entité. Donc on déplace cette logique dans une méthode dédiée, ça fonctionne. Bon, on a toujours nos petits magic number ou autres qui nous dérangent, mais ça, on peut facilement les mettre dans une constante dédiée. C'est un peu plus propre. Et honnêtement, c'est une solution qui fait le taf dans pas mal de cas. C'est pas forcément une solution qu'on doit bannir, et c'est pas ce que je vais chercher à dire aujourd'hui. Simplement ensuite, bon, dans les deux cas qu'on a vus, navré si c'est un peu petit, ça sera le plus petit qu'on aura aujourd'hui, hein. Juste pour prévenir. Dans les deux cas qu'on a vus, simplement, on remplace ça. Et là, déjà, c'est plus propre. On n'a plus ce souci de duplication. On a plus ou moins un nom qui est posé sur cette règle métier, qui est is eligible to free shipping fees. Et c'est déjà pas mal comme ça. Mais j'ai pour avis que ça ne tient malgré tout pas forcément très longtemps. Pourquoi ça? Déjà, on se retrouve avec une entité qui commence à porter plus de responsabilités qu'elle ne devrait. À la date de validité de ces frais potentiellement réduits. On peut imaginer que ça pourrait durer comme ça pour toujours, mais ça peut être aussi une promotion à durée limitée. Il y a les montants de limite. Est-ce que c'est vraiment au panier de savoir qu'à partir de 50 euros, il y a les frais de livraison? C'est un débat qu'il peut avoir, hein. Et donc effectivement, les règles marketing. Autre problème, on introduit une nouvelle dépendance. On a vu que le date time pour l'heure actuelle, en fait, la date actuelle, elle est passée en paramètre de cette méthode. Pareil, c'est pas un gros problème, mais si on continue sur cette pente-là, ça peut le devenir à terme. Admettons si la prochaine évolution de la règle, c'est d'ajouter une vérification sur l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on doit commencer à passer l'utilisateur dans la méthode, ça peut être ça peut très vite poser souci. Et enfin, la plus classique et peut-être même la plus probable,
Qu'est-ce qui se passe quand le marketing nous demande d'ajouter un nouveau type de promotion? Est-ce qu'on doit rajouter une méthode dédiée sur cette entité? On peut très vite se retrouver finalement avec une entité qui va avoir une méthode pour chaque type de promotion. Et à quel moment on ne sait plus quand c'est la responsabilité ou non, ça devient difficile. Pour résoudre ça, la première question que j'ai envie de poser, c'est au fond, qu'est-ce que c'est une règle métier? Une façon de l'aborder, c'est de se dire que c'est une fonction, ou plusieurs finalement, qui répondent à une question métier par oui ou par non. Typiquement, dans ce cas, est-ce que ce panier est-il éligible à la livraison gratuite? Oui, non. Ce type de fonction, ça a un nom. Généralement, on appelle ça un prédicat. Quand on retourne un booléen, simplement. Bon, ça tombe bien parce que quand on se pose la question de qu'est-ce qu'une spécification, dans sa forme la plus simple, c'est aussi un prédicat. Donc là, typiquement, dans la forme la plus basique que je puisse faire d'une spécification, on a une méthode qui est sauvegardée dans une variable, pour qu'elle puisse potentiellement être exécutée plus tard. Et c'est exactement notre règle qu'on a vue juste avant. Donc ça, c'est parfaitement valide dans des langages plus fonctionnels. Ça peut être utilisé comme tel, et ça ferait une spécification valide. Bon, évidemment, il faut en faire d'autres choses, on va voir ça après. Avant de passer à la suite, je vais juste, pour l'instant, me débarrasser de la date. La raison pour ça, c'est que ça va juste alourdir les slides, mais j'y reviendrai potentiellement un peu plus tard. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, effectivement, donc, comme j'ai dit, un langage fonctionnel, pourquoi pas. En PHP, même si on peut faire du fonctionnel, et c'est même un peu plus encouragé dans les dernières versions, c'est quand même pas le paradigme premier. Donc on va peut-être vouloir le faire sous une forme un petit peu plus élaborée qu'est l'objet. Plus élaboré, mais pas forcément plus complexe. On se retrouve avec la même chose. Cette fois-ci, c'est la classe qui porte le nom. Et on expose une méthode publique, isSatisfiedBy, qui prend un panier en paramètres et qui va rechecker les mêmes conditions qu'on a vues plus tôt. Et du coup, nous retourner vrai ou faux si on valide cette règle. Bon, là, effectivement, l'avantage aussi, c'est qu'on peut à nouveau extraire un peu sous forme de constante nos magic numbers. Et concrètement, ce que ça donne dans ce qu'on a vu un peu plus tôt, au lieu d'appeler la méthode, on instancie notre petit objet et directement on appelle la méthode. Bon, c'est important, on ne l'injecte pas, j'y reviendrai vers la fin de la conf pourquoi. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas gagné grand-chose. En tout cas, on a l'impression. À part peut-être le fait qu'on passe le panier en paramètres. Bon, on va voir. Parlant d'avantages, on va quand même essayer de les lister. Parce que désormais, on a une règle qui est nommée. Bon, elle l'était déjà en partie en tant que méthode sur l'entité. Mais là, elle est un petit peu plus palpable dans la codebase. On peut la retrouver assez facilement, notamment si on cherche à la réutiliser quelque part. Elle est testable, en tout cas elle l'est plus. Alors on va me dire, bon, pas forcément. Mon entité, elle est testable aussi, je pouvais tester la méthode. Je suis d'accord, mais on va voir que c'est pas forcément aussi simple. Si c'est l'entité qui porte cette méthode, là on imagine une classe test, donc PHPUnit, vu que c'est le plus populaire, c'est l'exemple que j'ai pris. Où effectivement on veut tester ça. Donc j'ai pas tout détaillé évidemment, sinon ça sera un peu plus complexe. Mais déjà, première question, c'est qu'on est sur la classe de test unitaire de l'entité carte. Mais donc à partir de là, en fait, il n'y a pas de mock, on ne va pas stubber cette entité. C'est proscrit, entre guillemets. Mais on ne sait pas forcément à quel point elle est difficile à instancier. Et pareil, à quel point c'est difficile de la faire muter de sorte à ce qu'elle soit dans l'état qui nous intéresse. Ça se trouve, il faut que j'appelle une dizaine de setters ou de getters ou d'autres méthodes service comme ça qui sont exposées. Donc ça peut être un peu douloureux. Et puis évidemment, c'est bundlé au même titre que les histoires de responsabilité un peu plus tôt, c'est bundlé dans la classe. Donc cette classe test, si la classe carte emporte beaucoup de responsabilités, la classe de test va être assez verbeuse elle aussi. C'est pas forcément grave, mais voilà, ça rajoute un peu de friction. Dans notre nouveau cas, maintenant on ne cherche plus qu'à tester la règle. Donc on a une classe de test dédiée à cette spécification, qui du coup va être initiée durant le setup. Encore une fois, pas besoin de la réinitier à chaque fois. Et surtout, le gros avantage, c'est que maintenant, vu que le carte, le panier, c'est quelque chose qui est utilisé par la spécification et non plus une partie inhérente de cette dernière,
et ben on peut le stub, c'est plus du tout un problème. Donc là on a le cas classique, on touche juste aux méthodes qui nous intéressent. L'objectif c'est de tester la règle métier, pas le panier. Et si on veut aller un peu plus loin, du coup, très facilement derrière, on peut faire, via un data provider, on peut lister tous nos cas. Évidemment, j'ai pas été exhaustif, mais voilà, on peut envisager tous les cas, et finalement, une seule méthode, ça peut tester à peu près tout. Voilà pour la testabilité, ce qui me paraît déjà être un avantage. Bon, c'est à peu près inhérent au fait qu'on inverse plus ou moins la dépendance. Hein. Là-dessus, c'est assez logique, et c'est déjà ce qu'on fait quand on cherche à inverser une dépendance sur n'importe quel service ou autre. C'est plus réutilisable. Alors celle-ci c'est pareil, peut-être pas convaincu de base parce qu'on se dit bon pareil l'entité, j'appelle ma méthode, on l'a vu, on peut l'appeler dans chacune des, euh, des services ou des dépendances qu'on en a besoin. Et là c'est pareil, finalement j'instancie ma classe, ma spécification et je peux la réutiliser directement. Bon, la réalité c'est qu'en fait ça l'est peut-être plus qu'on ne le pense parce que à partir du moment où on a découplé ça de l'entité directement, on peut faire d'autres choses. Typiquement, donc là on sort un peu du contexte du e-commerce, on reprend un autre contexte pendant quelques secondes, qui serait un contexte d'une application quelconque, peu importe laquelle, mais qui a comme spécificité qu'il y a deux layers d'ownership sur les entités, un layer au niveau de l'utilisateur, un layer au niveau de la compagnie ou bien de l'organisation, peu importe. Comment on pourrait faire pour modéliser ça? Par exemple, on aurait une Ownable Interface qu'on mettrait sur nos ressources ou sur nos entités, qui exposerait le Owner ID. Donc par exemple, la ressource implémenterait ça. Donc là, ressource, entité, modèle, hein, c'est la même chose dans ce cas-là. De l'autre côté, on aurait une owner interface au niveau du miroir hein, qui exposerait l'ID, donc toujours un owner ID. Hein. Dans ce cas-là, c'est un value object, mais ça peut être un string ou autre chose. Et du coup, nos entités qui représentent les owners, ici user et organisation, implémenteraient ces interfaces. Et ça nous permet d'avoir une spécification très simple, owns, qui, à partir de ces interfaces, en fait, pourrait vérifier l'ownership de n'importe quelle combinaison en fait, entre les deux. Du coup, c'est quand même beaucoup plus réutilisable qu'une méthode directement sur l'entité, parce que si on chercherait à modéliser et à transposer cette spécification sous forme de méthode, il y a de bonnes chances qu'elle se trouve du coup sur la owner interface. On exposerait une méthode publique fonction owns, qui enverrait true ou false, et en fait, chaque implémentation devrait la redéfinir. Alors effectivement, on pourrait trouver des raccourcis avec une classe abstraite, etc. Mais on a vu un peu plus tôt que quand on commence à faire ça, déjà, la testabilité en prend un coup. Et évidemment, ça dépend toujours à l'échelle de l'application, mais on trouve assez vite les limites aux classes abstraites. Bon, c'est en ça que je considère que c'est tout de même un peu plus réutilisable. Et évidemment, il y a aussi plein d'autres types d'applications qui peuvent le permettre. C'est aussi plus composable. Composable, c'est un peu bizarre parce qu'effectivement, on n'en a pas tellement parlé jusque-là, mais on a peut-être une opportunité manquée parce que si on regarde notre spécification is eligible to free shipping fees, en fait, ça pourrait être une spécification à part entière. Is total above threshold. Pourquoi pas? On l'a modifié au-dessus aussi. On a la même chose. Et pareil pour la deuxième partie. Est-ce qu'il y a un item en promotion? On en fait une autre de la même manière. Et on se retrouve finalement avec une spécification qui est composée de deux autres spécifications. Bon, évidemment, ça a de sens que si on prévoit de réutiliser les composants qu'on vient de créer. Le but, c'est pas de créer des spécifications pour s'amuser. Mais déjà, on commence à voir qu'on peut commencer à assembler des briques et que ça peut être un peu intéressant. Bon, ceci dit, ça reste un petit peu spécifique. Parce que si on regarde is total above threshold, c'est quand même un peu compliqué parce que cette spécification-là, en fait, ce qu'elle vérifie, c'est seulement si le total est supérieur à 50 euros. Donc bon, la réutilisabilité, ça va pas tellement nous le permettre. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut paramétrer la spécification. On la renomme, maintenant c'est is total above, qui prend une valeur dans son constructeur, qui lui sert de paramètre. En l'occurrence, c'est une sémantique qu'on utilise dans le pattern. On dit qu'elle est paramétrée. Et maintenant, en fait, is total above, il peut être utilisé à peu près partout, où on aurait besoin de vérifier que le total du panier est supérieur à un montant passé en paramètre de cette spécification. Donc dans ce cas-là, threshold, et ce qui est bien aussi, c'est que threshold revient dans is eligible to free shipping fees,
Parce que c'est sa responsabilité. C'est à cette spécification-là de savoir quel est le threshold pour la promotion. Petite parenthèse, vu qu'on vient de voir le paramétrage, la date dont j'ai parlé un peu plus tôt, et que j'ai volontairement décidé d'exclure pour éviter d'alourdir le tout, bah en fait ça deviendrait, some sort, le no en fait deviendrait un paramètre de is eligible to free shipping fees, sorry. Et donc voilà, on pourrait simplement le vérifier comme ça. En l'occurrence, typiquement, vu que vérifier une date, c'est pas forcément quelque chose de très laborieux à faire et on pourrait pas vraiment rattacher ça à une règle métier spécifique, c'est pas nécessaire de créer une spécification pour ça. Voilà pour cette histoire de date. Et quand on revient à nos deux autres spécifications, sous-spécifications si je puis dire, on a toujours une qui est un petit peu trop spécifique, pas pour les mêmes raisons. As no discounted items, le principal problème de celle-ci, c'est qu'elle est négative. Donc c'est difficile à réutiliser, parce que très vite ça va nous forcer à faire des doubles négations comme celle-là. Bon, les doubles négations, c'est pas marrant en français ou dans quelconque langue, c'est pas marrant dans le code non plus en général. Surtout si l'objectif c'est de rendre le tout plus lisible, plus compréhensible, plus réutilisable. Donc elle est finalement pas si composable, même si dans les faits, techniquement parlant, elle l'est. Dans l'application, ça donne pas tellement envie. Et donc, pour la rendre plus composable, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va généraliser notre contrat, parce que jusque-là, on a vu des spécifications qui sont des implémentations pures. Donc pour ça, on va introduire une interface, card specification, donc qui va décrire le contrat de toutes les spécifications liées au panier. Bon, très simple pour la suite, hein, nos spécifications existantes vont simplement l'implémenter. Pas de changement au niveau du code pour l'instant. On va renommer notre as discounted items as no discounted items tout, vers la version positive, pour éviter de se faire mal à la tête. Et derrière, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des composites. À commencer par le note. Qu'est-ce qu'un composite en l'occurrence? C'est une spécification qui va implémenter le même contrat, qui prendra en paramètre une autre spécification et qui permettra d'effectuer des actions dessus. En l'occurrence, le note, il va simplement inverser la spécification qu'on lui a passée. Donc si on regarde concrètement notre ancien cas, avec le note, ça devient simplement ça. On pourrait justifier de la pertinence là. Dans ce cas-là, c'est un cas très simple. Donc effectivement, on pourrait garder le false. C'est peut-être plus parlant ou moins, ça dépend des gens, c'est pas forcément le point ici. Dans des cas plus complexes, ça sera utile. Pareil, à ce niveau-là, il faut bien retenir que le isSatisfiedBy, c'est celui du note qu'on appelle. Il décore en fait la spécification du tout. Donc dans tous les cas, le code ne fonctionnera pas, hein, vu qu'il attend une spécification. Hein, si on l'appelle sur la spécification enfant, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Bon, mais maintenant qu'on a fait le note, on peut s'attaquer à une autre composite, qui serait le end. Bon, le end, c'est un petit peu plus verbeux, mais c'est pas forcément plus compliqué. Du coup, en paramètre, il prendrait une liste de spécifications, et son but, c'est simplement de renvoyer true si toutes les spécifications qui lui ont été spécifiées sont true. Donc c'est cool, avec PHP, depuis quelques versions, on a le array all, qui est aussi optimisé que de faire une boucle. Hein. Il quittera au premier false. Hein. Très bien. Donc dans ce cas-là, bon, maintenant qu'on a fait le end, on peut faire le or. Là, je vous remonte le end, mais c'est juste pour voir que le or, c'est le même, hormis l'intitulé de la spécification et qu'on passe du array all au array any. Bon, vu que c'est pratiquement les mêmes, on peut se permettre d'ajouter une petite classe abstraite juste pour wrapper le code commun dans quelque chose d'autre. Et du coup, ça nous facilite, hein, les composites deviennent extrêmement simples d'un coup. Mais pourquoi on fait ça déjà? Parce que là, effectivement, on s'amuse bien, on fait des briques, mais bon, l'intérêt principal, c'est avant tout de changer ce petit morceau de code, qui prend juste un « et » là, en quelque chose d'un peu plus élaboré là encore. Encore une fois, dans cet exemple-là, très précis, c'est pas forcément intéressant, parce que la règle, elle est simple, elle est très simple. Est-ce que c'est plus lisible? Ça sera au goût de chacun. Donc là, par contre, on voit qu'effectivement, on n'appelle plus que isSatisfiedBy qu'une seule fois, c'est sur le parent, parce que là, on est en train de créer un arbre, hein, très, très simplement. Donc effectivement, déjà, dans ce cas-là, bon, on peut se demander si c'est pertinent. Je dirais que c'est pertinent dans ce cas-là si on a déjà un framework de spécification qui tourne et qu'on a déjà tous ces outils. Bon, on reste cohérent, on réutilise ça. Si c'est pas le cas, on ne le fait pas, évidemment. Mais on peut très facilement, avec pas grand-chose de plus, déjà se rendre compte que ça peut très vite y trouver sa pertinence. Typiquement, si on nous demande d'ajouter un cas où on garde cette règle, mais on veut aussi donner les frais gratuits si le panier s'est vu attribuer un coupon de frais gratuits.
Bah, avec ce qu'on a fait, ça devient simplement ça. Là où je pense que vous pouvez déjà faire l'exercice mental de représenter cette condition avec des parenthèses, les ou, les et. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais ça devient déjà plus verbeux quand il s'agit de le faire en conditions classiques. Et encore, on est toujours sur quelque chose d'assez simple. Et là, on voit la spec OR wrap tout. Au même niveau, on a le as-free shipping coupon. Et en dessous, on a le end qui prend le reste de notre condition. Et à la fin, on valide si tout ça est vrai ou pas. Il y a d'autres manières aussi de pouvoir potentiellement noter ça. Si on prend le temps de faire les outils pour, etc., donc les factories abstraites sur les différents trucs, on peut arriver à un autre type de notation. Honnêtement, là-dessus, après, c'est à la liberté de chacun et de chaque équipe de définir ce qui lui convient. J'ai pas particulièrement de préférence. Je dirais que quand c'est assez simple, des fois, cette notation peut être pratique, notamment quand il s'agit de faire le note ou de faire un end, un simple end. Bon, ça c'est au goût de chacun. Et c'est l'intérêt aussi de ce pattern, c'est qu'il est progressif. On a vu au début, j'ai juste introduit une classe. Et en premier lieu, ça peut tout à fait faire le job. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que la première étape, c'est d'avoir juste la méthode sur l'entité. Ensuite, on enrichit au fur et à mesure du besoin. Et c'est pareil pour ces composites. Au début, le end, il n'est pas forcément nécessaire. Le note non plus. Mais au fur et à mesure que les règles se complexifient, qu'on a besoin d'assembler des briques qu'on a déjà faites qui sont un petit peu plus élaborées, on est content de pouvoir les réutiliser et de s'assurer qu'il y a une continuité dans le temps. Quand on va en éditer une, là, si le list total above, bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il est quand même assez simple, mais si le as discontent items, il est modifié, si on a d'autres spécifications qui dépendent de celui-ci, si la logique inhérente au panier pour savoir si on a des items qui sont en promotion, elle change, ça sera reflété partout. Et c'est surtout sur cet aspect de cohésion que c'est pratique. Pour presque conclure, mais pas encore, je vais reprendre une phrase de Eric Evans dans son livre sur Domain Driven Design, qui dit que un pattern, effectivement, c'est pas une recette de cuisine. Ça nous permet de commencer d'une base d'expérience commune pour développer notre propre solution. Et surtout, ça nous donne aussi un langage commun pour discuter avec le reste de l'équipe, que ce soit les développeurs ou le produit. Je trouve que c'est une citation particulièrement pertinente parce que c'est un pattern qui est évolutif. Et là encore, j'ai gratté que la surface. On peut aller plus loin. Et pour aller plus loin, justement, on pourrait déjà commencer par une interface globale, parce que là j'ai mis une interface de spécification qui est propre à notre panier. Premier truc à faire, ce serait peut-être d'avoir une interface plus globale. La limite de PHP là-dessus, c'est qu'on n'a pas les génériques, hormis en passant par PHP Stan, donc je recommanderais de le faire que si il y a un bon setup de PHP Stan dans la codebase qui permet de vérifier qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Mais ça se fait. Je l'utilise au quotidien et ça marche bien. Pour aller encore plus loin, potentiellement, des règles dynamiques. Effectivement, à partir du moment où on a fait des petits composants comme isTotalAbove, etc., rien n'empêche de compiler ces règles, d'exposer des mots-clés dans une interface ou autre qui permettent au métier, typiquement, d'assembler ces composants pour créer des règles qui sont ensuite compilées au runtime et qui peuvent être exécutées. Bon, évidemment, là, on est quand même sur des applications un petit peu plus spécifiques en termes de besoins, donc si le pattern vous a séduit, je vous ne recommande pas de forcément sauter sur ce type d'application tout de suite. Mais voilà, c'est une possibilité. Je l'ai déjà fait et ça marche correctement et ça peut être une bonne base, en tout cas une bonne structure pour faire ce genre de système. Dans la même veine, effectivement, on peut aussi extraire les règles existantes pour le métier. Typiquement, on branche une action GitHub ou autre qui va extraire et lister les différentes spécifications, vu qu'elles ont une interface commune, c'est facile d'aller les retrouver, et qui va les publier dans un Notion, par exemple. Ça peut le faire. C'est une application qui est valide et ça permet aussi de renforcer un peu ce langage commun avec le produit. Donc dans la même veine, effectivement, par rapport à ce que j'ai dit plus tôt, derrière, en fait, on peut envisager dans l'autre sens, l'écriture et la modification des règles par le métier. Alors effectivement, que ce soit de manière automatisée via une interface, etc., et des règles compilées au runtime, mais ça peut être aussi simplement, à partir du moment où elles ont été extraites dans le Notion, en fait, ça peut leur servir aussi de support, en fait, pour dire, au lieu de dire vaguement, on va faire évoluer ça, oui, on va faire évoluer ça. Là, les règles qu'on a de listées dans cette table, par exemple, en fait, on veut les faire changer pour que ça devienne ça. Par exemple. Un peu plus complexe, et peut-être un petit peu plus spécifique et un peu moins étudié, on va dire. Étendre le concept à la sélection et à la création. Parce qu'ici, on a vu que la validation. Qu'est-ce que j'entends par la validation? C'est on prend notre objet, notre panier,
on le passe dans la spécification et ça nous dit oui, non, je vérifie cette règle. Bon, bah, la sélection, ça voulait dire quoi? C'est je passe par exemple mon arbre de spécification à mon ORM et il est capable de me sélectionner toutes les entités qui répondent à ça. C'est un peu plus complexe à faire, surtout que c'est très spécifique à la technologie qu'on utilise pour faire querying. Hein. C'est quelque chose qui doit être refait pour chacun. Donc par exemple pour Doctrine, il faut en faire ça pour spécifique à Doctrine. Dans une manière plus simple, hein, ça peut être simplement juste faire de la sélection dans un tableau. Donc avoir un repository de memory qui va aller sélectionner les choses en prenant une règle. Là, c'est beaucoup plus simple, hein. Il suffit de dérouler. Pour la création, bah, c'est la même idée, sauf qu'au lieu de le passer à un ORM ou autre, bah, on le passe à un builder à la place, qui est capable de créer l'objet selon les spécifications qu'on lui a passées. Bon, pareil, c'est encore plus complexe, à un certain degré, et c'est encore beaucoup plus niche par contre comme usage. Honnêtement, j'ai jamais eu le cas où j'ai eu besoin d'utiliser ça pour l'instant. Et voilà à peu près pour aller plus loin. Bon, avant de vous laisser, je vais quand même vous parler des pièges, parce qu'il y en a quelques-uns, et je pense que vous avez pu en deviner certains, notamment l'explosion des classes. Bah, effectivement, si on commence à créer une classe pour à peu près tout ce qu'on modélise, ça peut en faire pas mal. C'est pas forcément un problème si c'est bien maîtrisé, mais voilà, faut un peu, comme pour tout hein, dans une code base qui doit vivre, il faut responsabiliser un peu les personnes qui travaillent dessus. Donc on va dire le corollaire de ça, c'est que bah, l'over-engineering, nécessairement, c'est rigolo de faire de jouer avec les and et les or, etc. On peut très vite se retrouver avec une structure un peu incompréhensible. Donc il faut quand même faire attention à ça. L'objectif, c'est pas non plus de transformer chaque if en une classe. Faut vraiment qu'il y ait un intérêt au niveau business, au niveau domaine, de modéliser ça. On est vraiment là pour modéliser des règles business, pour formuler quelque chose de manière un petit peu plus intelligible. Mais tous les ifs n'ont pas à être transformés. Et effectivement, je le précise, mais les spécifications, ça ne remplace pas les invariants. Qu'est-ce que j'entends par invariant? C'est notre panier, il a tout un set de règles qui lui sont propres, notamment le fait que son total pourra probablement pas être inférieur à 0. Donc il ne pourra pas avoir un nombre d'objets inférieur à 0. Bon, bah, c'est pas la responsabilité de la spécification de vérifier ça, ça reste la responsabilité du coup de l'entité ou du value object en question. C'est d'ailleurs à ça que en bonne partie, ça sert. Et enfin, les spécifications ne sont pas des services. Donc là, je le précise, hein, mais ce qui doit leur être passé en paramètres doit être soigneusement évalué. Comme vous l'avez vu, moi, je ne les ai pas injectés, les spécifications. Je les ai utilisées à la volée comme ça. Parce que comme j'ai dit au tout début, c'est avant tout des prédicats. C'est des call-labels, c'est fait pour être utilisé à la volée et puis discard et nettoyé par le garbage collector. Il y a des cas un peu différents où effectivement on peut avoir besoin d'en injecter, notamment si on a besoin d'en paramétrer une avec des choses qui peuvent venir de la DB ou etc. Donc dans ce cas-là, c'est important, on n'injecte pas le service en lui-même dans la spécification, on va plutôt créer une factory. Cette factory, on va l'injecter dans le service qui a besoin de la spécification, et c'est la factory qui sera responsable de créer la spécification, si cette dernière a besoin d'autre chose. Ce qui est, on va dire comme règle à retenir, c'est que la spécification en elle-même, elle ne doit pas générer de side effect. Si je la run 26 fois, que la connexion internet soit coupée, que le building soit en train de prendre feu, normalement, elle doit toujours run à peu près de la même manière. Si on peut les avoir le plus pur possible, c'est parfait. Donc effectivement, j'ai noté s'il est nécessaire d'injecter une spécification pour qu'elle fonctionne, c'est probablement un indice de mauvaise conception. Il faut surveiller ça. Encore une fois, pas de règle absolue. Vous rencontrerez des cas où ça sera pertinent. Tant que vous le faites en bonne conscience et que vous savez pourquoi vous le faites, ça peut le justifier. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci. Et s'il y a des questions.